Très bien. Alors, je me présente, je suis Stéphane Godino. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le directeur commercial de Neodoc, éditeur de la solution Kalenko. Je suis accompagné de notre chef de projet Florimond à l'EMS. Donc, le sujet, bien évidemment, de ce webinaire, c'est de parler un petit peu de la rédaction structurée à travers un outil que vous connaissez peut-être pour la plupart, qui s'appelle aujourd'hui Kalenko, et qui permet de maîtriser la connaissance, maîtriser l'information pour une meilleure diffusion. Aujourd'hui, à l'ère du document et plus particulièrement à l'ère du contenu, il me paraît intéressant de vous montrer comment aujourd'hui Kalenko pratique cette gestion de la connaissance, cette publication en multiformat, en multilingue également, auprès de plusieurs entreprises aujourd'hui, avec nos 15 années d'expérience dans le domaine. Tous les documents sont aujourd'hui concernés par cette maîtrise de la rédaction, cette maîtrise de la documentation, des contenus, de la publication. Tous les documents sont concernés en entreprise, particulièrement la documentation technique, les documentations liées à la qualité, mais également d'autres documents comme les documents juridiques et les documents commerciaux également. La solution qu'on propose aujourd'hui, Kalenko, permet très clairement de travailler sur des gains de productivité dans la création du corpus documentaire. Comment, en maîtrisant effectivement les principes de la rédaction structurée, de l'indexation de chaque contenu, chaque image, chaque texte, chaque chapitre, on va le voir. C'est bien évidemment également sécuriser toute la partie version qui est une, nous l'avons constaté, une véritable catastrophe sur des systèmes d'information. On ne sait plus quelle version est la bonne, si elle a été validée ou non. Donc le travail collaboratif sur une plateforme dédiée à cela est très important pour préparer tous ces contenus, ces documents, et puis de pouvoir effectivement publier aujourd'hui sur du multiformat nous semble également très intéressant, très riche, puisqu'on peut d'un clic finalement publier un document complexe, simple ou complexe en format PDF, mais également en un clic de pouvoir l'envoyer sur une page web. Donc, et ça peut avoir du sens aujourd'hui lorsqu'on souhaite consulter de la documentation sur un environnement tablette, par exemple, ou lié à une machine. Il y a tout un tas d'applications possibles avec cette publication multiformat. On intègre également dans notre logique un système de traduction qui permet également d'avoir des retours sur investissement qui sont assez conséquents puisque vous maîtrisez votre mémoire de traduction. C'est un enjeu aussi dans les entreprises. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Neodoc, c'est d'abord et avant tout des ingénieurs, des rédacteurs, des techniciens, des traducteurs qui ont eu l'idée assez rapidement en 2004 de créer pour eux, en sous-traitance, qui travaillaient en sous-traitance pour des grands comptes, ils ont eu l'idée d'intégrer des ingénieurs qui ont développé une plateforme. Et cette plateforme s'est avérée terriblement efficace et des entreprises se sont intéressées à cette plateforme Kalenko. Et c'est comme ça que nous sommes, en 2009, nous sommes passés de société de sous-traitance en un éditeur, aujourd'hui un éditeur assez reconnu, qui plus est, puisque nous avons été belle surprise de cette fin d'année dernière. Nous avons été classés par Ernst Young, Syntec Numérique, comme étant un des éditeurs français ayant effectivement une place prometteuse dans les entreprises qui aident d'autres entreprises à améliorer la création de leur corpus documentaire. Donc ça, c'est plutôt... C'est des TIFF ou des PDF? Comment?
Allô, allô? Ok. Donc voilà, donc plutôt pas mal et plutôt bien. Voilà, alors Kalenko, c'est quoi? C'est une solution SaaS à la base, mais aussi également on-premise, qui permet de réunir tout type de documentation, tout type de contenu, que ce soit de l'image, du texte, des chapitres, pardon, des sections, sous-sections, également vidéo, et de permettre de travailler en mode collaboratif avec des grands principes. Le premier principe de Kalenko, effectivement, c'est de permettre de gérer à travers différents utilisateurs, de créer, de gérer tous les contenus qu'on peut retrouver dans une entreprise et de les assembler selon des scénarios prédéfinis en documents. Et ces documents, bien évidemment, sont publiés en différents formats. Alors on vous a donné quelques exemples ici de documents qu'on peut assez rapidement publier en différents formats. Donc ça a bien évidemment énormément, ces aspects de travail collaboratif ont énormément de gains pour les utilisateurs, pour les entreprises. Elle s'appuie sur un deuxième principe de base, effectivement, c'est la séparation fond-forme. Les rédacteurs, les utilisateurs, les contributeurs de connaissances rédigent sur un module et au moment de la publication, vous avez ce qu'on appelle des feuilles de style, donc qui sont préparamétrées à l'image de l'entreprise, à la charte graphique de l'entreprise, et d'assembler donc ces deux composants pour effectivement concevoir le document. Donc ça, c'est l'un des grands principes de Kalenko. L'autre principe fondamental là, de Kalenko, c'est effectivement la modularisation des contenus. Avant d'être un document, on a d'abord et avant tout des contenus. Et ces contenus vont être structurés, ce qui est très important. Ils vont être indexés dans cette base de connaissances et puis vont être réutilisables pour certains, hein, en fonction bien évidemment des besoins. Mais ils vont être réutilisables et chaque module, chaque contenu a une histoire, un cycle de vie qui sera bien évidemment complètement enregistré dans la solution, tracé individuellement. Et on va pouvoir comme ça jouer avec ces différents modules, ces différents composants pour pouvoir créer des documents à l'infini. Voilà un petit peu les principes de base qu'on va vous démontrer sur la présentation. Est-ce que tout le monde jusqu'à présent est OK? Si vous pouviez me faire un petit commentaire dans le chat pour savoir si vous avez des questions à ce stade avant de passer à la présentation. Non, pas de questions. Écoutez, très bien. C'est à toi, Florimond. Je t'en prie. Merci, Stéphane. Bonjour à tous. Donc, l'objet de cette présentation est de vous montrer les principales fonctionnalités de Kalenko. Donc, vu que vous êtes d'univers différents, ce ne sera pas spécifique, hein, ce sera très standard. Après, on reçoit vos questions au fur et à mesure et j'y répondrai si vous en avez, pour éclaircir certains points ou pour les spécifier suivant vos besoins propres. Alors, certains d'entre vous ont peut-être vu Kalenko V3, donc c'était jusqu'à il y a 15 jours. Donc là, on a basculé tous nos environnements sur Kalenko V4. Donc ça ne change pas que le chiffre en bas à gauche. On a changé notamment toute l'ergonomie et une bonne partie des performances. C'est beaucoup plus interactif. Donc je vais vous présenter cette nouvelle interface, les fonctionnalités, et puis la partie édition, traduction, etc. Voilà, tout le monde voit mon écran, c'est bon? Ok, je vois Stéphane qui fait oui, donc je considère que je prends ça pour un oui.
Voilà. Donc ici, j'ai créé un espace de travail dédié à cette présentation, donc qui s'appelle de manière très originale webinaire. On a un certain nombre d'espaces de travail qui définissent des espaces clos sécurisés pour un certain nombre d'utilisateurs que vous pouvez gérer en tant que gérant de compte. Donc à partir de ce menu-là, vous gérez qui a accès, avec quel niveau d'accès à cet espace de travail. Le cas échéant, on peut aussi faire des partages entre plusieurs espaces de travail. C'est un peu spécifique, donc on va passer rapidement sur le sujet. Pour répondre à des besoins de traduction, on ségrègue aussi les contenus à l'intérieur d'un même espace de travail par langue. C'est-à-dire que dans la majorité des cas, vous produisez des contenus en français que vous allez ensuite faire traduire en anglais, en allemand, en russe, etc. Donc, l'idée, c'est de garder une base dans une langue et ensuite de partir de cette base que vous maintenez, de l'envoyer en traduction pour récupérer le fruit du travail des traducteurs sans quitter Kalenko, pour vous, sans faire d'export manuel, pour que ce soit plus fluide et garder un suivi. Donc, on verra le suivi plus tard. Donc, bien entendu, on gère des documents qui sont plus ou moins conséquents ou plus ou moins imbriqués. Donc, ça, on le verra après. Pour l'instant, j'ai créé juste 2 sections ici qui correspondent à des produits. Et on gère aussi des éléments graphiques donc, qui peuvent être présentés sous forme de liste ou sous forme de galerie. Et donc ici, il n'y a rien en français et en anglais, il y a des logos notamment ou des icônes qui sont utilisées dans la publication. Voilà. Nous supportons les principaux types d'images, que ce soit le SVG, le PNG, le JPEG pour les images, les photos, etc. Donc ces images-là sont dans la langue commune. Moi, j'appelle ça les parties communes, mais c'est peut-être inapproprié. En fait, l'idée, c'est que les éléments qui sont ici ne sont pas impactés par la traduction. C'est-à-dire que vous mettez ici tout ce qui est sans texte, qui n'est pas lié à des us et coutumes culturelles, par exemple. Et par contre, vous mettrez dans la partie française les éléments qui sont liés à la langue du document. Voilà. Donc, je vais revenir sur la partie documentaire. Donc, on a une liste des documents. On peut filtrer cette liste de différentes façons. Donc, ici, notamment sur le label des documents, si j'écris Asie, on filtre directement les différents contenus qui sont labellisés avec ce texte-là. Forcément, si je mets produit, j'ai les deux. L'un des problèmes de ça, c'est que si vous avez 4 critères de recherche, chacun ne va pas pouvoir s'amuser à éditer le label du document pour mettre son critère de recherche. Et ça, c'est particulièrement pénible. Donc, il y a ici ce qu'on appelait des étiquettes qui permettent d'étiqueter les documents pour faire des recherches selon différents critères. Et donc, ici, quand je clique sur l'étiquette, j'ai à ma disposition un choix par rapport aux étiquettes existantes. Donc, je dis ce document qui s'appelle Produit Europe, c'est lié à un produit et c'est lié à l'Europe. Voilà. Et de la même façon, ici, on va dire que ce produit, il est lié à l'Asie et c'est également un produit. L'idée, c'est que si vous avez quelque chose qui est très spécifique, donc si ici on dit, là c'est fait en grande série par exemple, et on va dire que le produit Asie n'est fait qu'en grande série. Voilà. Suivant les personnes qui utiliseront Kalenko, vous aurez besoin de vite accéder à ce qui est lié à la grande série ou
au produit ou à la zone géographique. Donc ça, c'est à voir avec les différents utilisateurs et pour créer les axes de recherche et de filtrage. Et comme ça, de cette façon, vu que sur un document, vous pouvez mettre le nombre d'étiquettes que vous souhaitez, en cliquant sur les critères de sélection sur la gauche, vous avez tout de suite la liste des documents qui correspondent. L'idée, c'est pas que ce soit la foire et que chacun crée ses facettes de recherche, mais que ce soit coordonné afin qu'une fois que quelqu'un produit un contenu et l'a correctement étiqueté, ce soit facilement retrouvable par les autres. Et donc, par exemple, si ici, je clique sur Europe, vu qu'il ne restait plus que le document d'Asie, il disparaît. Voilà. Donc ici, quand on supprime les filtres, on retrouve bien évidemment toutes les informations. Alors, Kalenko est collaboratif, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont un compte sur un espace donné peuvent accéder et apporter un certain nombre de modifications. L'idée, c'est que ce soit assez souple pour être réactif. Là encore, il faut garder une certaine sérénité sur qui fait quoi et permettre aussi de se tromper. C'est-à-dire que tout le monde soit détendu pour, le cas échéant, revenir en arrière parce qu'on s'est mal compris, on n'a pas été sur le bon document. Donc, toutes les versions sont historisées. Donc ici, vous avez le nom du dernier contributeur et vous avez la liste des versions qui sont horodatées avec un lien vers le contenu de l'époque. Donc ça permet que chacun puisse intervenir sans demander la permission, sans que ce soit trop formel, sans s'échanger des fichiers, mais d'avoir la sécurité et la traçabilité à tous les niveaux. D'ailleurs, si vous voulez faire une comparaison entre les deux documents, il vous suffit de cliquer entre les deux versions du document. Il vous suffit de cliquer sur ces deux icônes pour avoir une publication comparative des deux versions pour éviter de faire le jeu de cette erreur, toujours palpitant. Et vous pouvez également garder une trace, ce que j'appelle une trace business de votre progression. C'est-à-dire qu'en fait, ici, j'ai créé quelque chose, un document, et ensuite, je l'ai mis à jour. Ça, ce sont des versions informatiques. C'est-à-dire que c'est la fin de journée, vous avez terminé quelque chose, vous fermez Kalenko, sauf que vous aviez une deuxième partie à modifier, vous n'avez pas le temps, ça arrive. Et donc Kalenko va créer une version intermédiaire. Mais en fait, la première ne vous intéresse pas du tout en termes de business. Donc l'idée, c'est de repérer ça et de commenter, d'associer un commentaire à cette version pour que plus tard, vous puissiez savoir à quoi ça correspond et avoir une trace du cycle de vie du document. Donc, par exemple, on va faire envoi au partenaire. Voilà. Et donc, quand vous avez comme un client 975 versions d'un même document, en filtrant ici, vous pouvez rapidement voir quelles sont les différentes étapes business de vos documents. Stéphane, je te laisse répondre. Tu m'arrêtes quand Oui, je te laisse avancer. Moi, je réponds. Effectivement, il y a des questions qui sont liées à des documents sur mesure. Je vais y répondre en direct. Bien évidemment, Kalenko permet de structurer, on va dire, une documentation avec des éléments fixes. Mais on peut totalement également faire du sur-mesure avec Kalenko. Voilà. Après, il y a peut-être des composants, ce que j'étais en train de répondre. Je prends cet exemple-là, par exemple, des avertissements qui sont liés à certains composants machines. Les icônes utilisées, les textes utilisés sont en général les mêmes ou avec certaines nuances.
et elles peuvent effectivement être reprises dans une documentation sur un spécifique parce que ça reste toujours les mêmes icônes, comme le nom de l'entreprise, comme les coordonnées en bas du document, numéro SIRET, etc. Enfin, il peut y avoir plein d'informations qui restent fixes et bien évidemment de travailler sur du variable, voire même, je prends l'exemple d'une machine spécifique puisqu'on a fait une démonstration hier avec une entreprise qui a des machines et puis des variantes sur certains chapitres ou certaines sections. Eh bien, on va avoir ce qu'on appelle le système de filtrage qui va dire, OK, ben, sur la machine A1, A2, A3, A4, ben, on a 3 chapitres différents et en fonction du moment de la publication, eh bien, on va choisir d'imprimer uniquement la machine A1, par exemple, sans que les chapitres A2 et A3 apparaissent dans la publication. C'est un exemple, mais il y a la possibilité, effectivement, de travailler sur la modularité. L'intérêt, de toute façon, et c'est ça le plus important, c'est de garder dans un même espace de travail, dans une même base de connaissances, toutes ces spécificités, tous ces éléments fixes, mais aussi ces spécificités qui pourront peut-être ou pas être réutilisées. Mais en tout cas, c'est centralisé dans une base de contenu et non plus dans une GED avec plein de documents dans lesquels il faut que je me souvienne, ah mais attends, cette machine-là, c'était quel client déjà, etc. Tout ça, c'est terminé. Voilà. Je te relaisse la main. Ok. Donc, on vous a proposé un petit scénario pour vous montrer donc, que Stéphane vient de présenter. Donc, on va importer un fichier Word, puisque on est là pour progresser. Donc, je vais choisir un fichier Word, par exemple webinaire. Et donc, là, Kalenko détecte que c'est un fichier Word, donc il se dit c'est quelque chose qui est a priori structuré, donc il propose un certain nombre d'éléments racines pour le transformer, pour qu'il soit utilisable dans Kalenko. Donc là, je choisis un livre, ce qui est le plus simple, le plus courant. Donc là, il me dit que c'est bon. Et donc, le document est importé. Donc, il est importé, il n'y a pas d'étiquette ni rien. On a bien le redatage, la version de base, etc. Et donc, là, on passe en mode édition. Donc, ça, c'est également un composant comme Kalenko que nous développons. Donc, nous avons la main sur l'agencement, sur le style, sur les fonctionnalités. Donc, voilà. Donc, le document est disponible en fait dans cette zone d'édition au centre. On a les classiques menus dans la partie haute et des barres d'icônes avec un certain nombre de possibilités. Je vais revenir sur cette partie-là plus tard. Des outils rapides et la structure du document qui est navigable par un simple clic et puis qu'on peut aussi repliable, ce qui est pratique pour les documents longs ou très longs. Alors, cette version de Kalenko exploite principalement un schéma de docbook donc qui est un schéma open source, un schéma XML, donc c'est une façon de formaliser les données. Donc, il est très discret, c'est-à-dire que notre volonté, c'est que un non-rédacteur technique, un non-spécialiste, quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que du XML, sorte quand même sa doc, puisque le but, c'est quand même son savoir-faire et c'est pas la façon dont il l'écrit. Donc, ici, on voit la structure du document, c'est-à-dire que ici, je suis sur le titre de ce chapitre dans ce livre. Donc, quand on clique sur les différents éléments, on les sélectionne. Et quand on passe dessus avec le mulot, on a l'infobulle qui mentionne le nom original docbook de l'élément. On peut très bien vivre sans, clairement.
L'idée, c'est que on utilise des termes qui sont très proches de j'allais dire de la littérature, mais de la structure des livres, c'est-à-dire qu'on a des articles, des chapitres, des parties, des paragraphes, des sections, pour que ce soit simple d'adoption et que on n'ait pas un besoin d'un vocabulaire ésotérique pour produire de la documentation, quoi. Il faut vraiment que ce soit très comment dire, souple d'adoption, très rapide. Voilà. Donc là, j'ai repris le script que m'avait fait Stéphane. Donc comme ça me permettra d'avoir le script sous les yeux et de vous montrer les fonctionnalités qu'on voulait. Donc voilà, donc nous en étions au chapitre 2 et ça, c'est fait. Donc on peut s'appuyer. Stéphane, tu réponds sur la S1000D? J'y vais. J'ai pas vu. Tu m'as dit quoi? Oui, je vais répondre. Donc, S1000D étant un autre standard de rédaction. Vas-y, réponds en cas comme ça, c'est la caution technique, vas-y, réponds. Vas-y, réponds sur le S1000D. Ok. En fait, il y a différents. Nous, on a choisi DocBook parce que c'est plus simple à comprendre, c'est plus pratique. Il y a d'autres schémas comme DITA ou S1000D qui sont plus spécifiques, la S1000D étant plus proche de l'aéronautique. Actuellement, l'ensemble de l'infrastructure est prête à accueillir d'autres schémas que DocBook. Pour l'instant, on n'a pas eu de demande spécifique. On a réussi à faire des choses très exotiques en restant sur DocBook. Après, si la S1000D est obligatoire, il faut qu'on voit comment qu'on peut intégrer les mécanismes d'édition et de publication avec ce nouveau schéma. Et par contre, là, t'aspect 1000BR, là, j'avoue que je sais pas, je peux pas vous répondre. Voilà, donc l'import Word, c'est fait. Et donc, nous sommes dans le Web XML Editor. Donc, c'est cette interface-là. Comme vous le voyez, le fichier Word d'origine, alors je vais peut-être vous le montrer, ce sera peut-être plus parlant. Webinaire, il est là. Il est ici, voilà. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas de secret particulier, hein, c'est-à-dire que le fichier source est analysé lors de l'import pour récupérer ou les éléments de structure si c'est bien fait, ou des éléments graphiques, donc la mise en forme, les polices, etc., les tailles et les gras, pas gras, soulignés, enfin tous ces trucs-là, pour faire l'import de manière structurée. C'est-à-dire que potentiellement dans Word, vous avez un document qui est à plat, sans aucune structure, et vous récupérez quand même de l'info structurée dans WXE. Donc ici, on voit que c'est de la mise en forme, donc c'est juste la mise en gras. Et donc, on a aussi des fonctions pour le supprimer simplement. Voilà. Cette structure, elle est réalisée grâce aux éléments donc, que j'ai déjà cités plusieurs fois, donc qu'on a mis là par ordre d'utilisation, de fréquence d'utilisation. C'est-à-dire qu'on a un client qui utilise des collections. Globalement, tout le monde utilise des livres, certains pour faire des vrais livres en librairie. Et ensuite, on a les annexes parties un petit peu parce que c'est des pratiques pour la publication. Donc, on fait aussi des choix techniques par rapport au cycle de vie et à la diffusion du document. Et ensuite, on a des chapitres et des sections qui sont très communs. Ensuite, pour le contenu, il y a d'autres éléments dans le schéma DocBook qui sont plus ou moins communs. C'est-à-dire qu'on a les listes ordonnées. Donc ici, on a bien une liste. Voilà, un élément liste.
avec des éléments, des puces en français. Et par contre, là, vous vous embêtez pas avec des histoires de tabulation et puis d'alignement, etc. C'est-à-dire que vous avez une puce qui est à côté d'une puce, qui est à côté d'une puce, et le tout est dans une liste. Et donc, c'est la structure qui dictera la mise en forme. Donc, je vous montrerai justement la mise en forme ici. On va juste faire une rapide démo sur la partie image et tableau. Donc, vous avez vu ici qu'il y avait une image qui était importée. Donc, cette image-là, elle a été stockée dans Kalenko ici. Donc, c'était un document que j'ai importé en français, donc elle est en français. Et donc, quand je clique sur l'image, je peux aller en choisir une autre, évidemment. Et donc, je peux aussi aller la choisir dans une autre langue si je m'aperçois que c'était plus approprié. Donc là, on va prendre un logo. Voilà. Donc, c'est plutôt simple. En plus, Kalenko vous guide, c'est-à-dire que pour pouvoir faire de la publication sur différents supports, pour respecter une charte graphique, pour avoir des automatismes de table des matières, d'entête et fil de page, il faut être conforme au schéma DocBook, dans notre cas. Et vu que vous n'avez pas à être un expert, il faut que l'outil vous guide pour respecter toujours ce schéma. Et donc, si on prend l'exemple d'une image, donc ici, je suis dans une image, je veux insérer une image, et donc je clique sur l'icône, et donc Kalenko nous propose un certain nombre d'endroits où cet élément peut être inséré, tout en restant conforme à DocBook. Et donc là aussi, Kalenko explique avec la hiérarchie des titres à quel niveau de la structure l'élément sera inséré. Et donc quand on clique sur la flèche verte, on a le panel de choix de l'image à insérer. Voilà. Donc ça, c'est pour les images. Les tableaux, c'est un peu pareil. Là, je remise la mise en forme. Vous avez le menu tableau. Voilà. Je choisis un tableau avec titre. Pareil. Kalenko me propose, par rapport à la position du curseur, l'endroit où je peux l'insérer. Donc, on a un tableau qui est fait par défaut, avec 2 lignes de colonnes. Et ensuite, vous avez des fonctions assez simples pour pouvoir rajouter des lignes et des colonnes. Donc là, j'ai suivi le script. Donc, un tableau, c'est souvent formaté d'une certaine façon avec une ligne de colonnes qui explique ce qu'il y a dans le tableau. Et donc, on peut revenir sur ce qui a été créé au début en rajoutant une en-tête. Voilà. De la même façon, on peut supprimer des lignes et des colonnes. Ici, on a mon tableau. Ici, on a le titre du tableau. Alors, par rapport à la rédaction structurée, il y a un certain nombre de directives qui sont, de conseils qui sont donnés pour que on puisse sortir une table des illustrations, une liste des tableaux du document pour que ce soit plus facile pour naviguer et aussi pour qu'on puisse se repérer puisque on a des éléments qui sont auxquels on peut se référencer. C'est-à-dire que si on dit c'est le 3e tableau de la section 14, etc., c'est un peu compliqué. Alors le plus simple, c'est encore de rajouter des titres. Et là encore, le schéma n'est pas forcément intuitif. Et donc, on a surcouché ça pour que ce soit transparent pour l'utilisateur. Et donc, on peut facilement rajouter notamment des titres dans l'éditeur. Voilà. Donc, tout ça, c'est de manière...
c'est fait via les menus contextuels qui sont propres aux différents éléments. Donc, c'est assez simple à comprendre et à utiliser. Donc là, maintenant, on a travaillé uniquement sur le fond, la structuration des informations, et de manière complètement déconnectée de la forme. C'est-à-dire que avec ça, vous avez juste des données que vous n'avez encore partagées avec personne, que vous n'avez pas exploitées. Une grande partie du besoin, c'est de produire du PDF. Donc ici, on a rajouté un PDF. Un PDF qui permet de choisir une feuille de style. Donc là, on a des feuilles de style standard par défaut. Et donc là, Kalenko exploite toutes nos données, les met en forme, suivant des critères, et crée un PDF avec toutes les infos brutes. Donc ici, c'est Bibi. Donc on retrouve une mise en forme prédéfinie, donc c'est-à-dire où on récupère le titre du document, son auteur, en bas le pied de page, avec une mise en forme donnée. On a une table des matières qui est cliquable et toujours à jour. On a des images qui sont plus ou moins bien redimensionnées. On a un début de chapitre en bas de chaque nouvelle page. Ici, on a également un sommaire, enfin un navigateur qui permet de se déplacer dans le document. Et comme vous le voyez notamment sur ce tableau, la mise en forme n'a rien à voir entre l'éditeur et le PDF. C'est-à-dire que la feuille de style ici est configurée de sorte à ce que une ligne soit d'une couleur alternée avec la ligne suivante pour bien faire la séparation. Dans notre cas, c'est très moche, mais ça met très bien en évidence que le fond est complètement séparé de la forme. Et de la même façon, on voit bien que j'ai pas eu à numéroter les icônes ou les images. Kalenko le fait obligatoirement. Donc, ça permet aussi de se concentrer sur l'essentiel. Vous, votre intérêt, c'est de repérer un élément graphique dans un document et pas de vous coltiner des numéros ou de la numérotation de titres à la main. Ça n'a aucun intérêt. Alors, les fusions de cellules. Alors, vous pouvez faire... pardon. Donc, vous pouvez faire de la fusion à droite. Et vu que vous avez réussi une fois, vous pouvez le faire une deuxième fois. Et sinon, vous pouvez scinder horizontalement. Vous pouvez scinder. Donc là, il faut que je fusionne. Je vais fusionner en dessous, pardon. En dessous, voilà. Et puis, si vous vous êtes trompé, voilà. Alors, les développeurs ont une notion du vertical et de l'horizontal qui n'est pas la nôtre. Voilà. Donc, vous pouvez aussi faire de la fusion de cellules dans les différentes dimensions. Et pour répondre à la question des calculs, oui, on peut faire du calcul comme sur un tableur Excel. L'idée étant effectivement qu'on peut aussi récupérer des champs calculés dans des phrases, dans un autre endroit de votre texte. Voilà, donc tout est récupérable. Hein. On va pas forcément parler de la notion de champ, mais vous avez également la possibilité de mettre des champs qui, effectivement, reprennent des éléments en en-tête de page. Nous, on s'en sert très classiquement pour faire nos propositions commerciales. Je renseigne une seule fois le nom de l'entreprise, comme des éléments, par exemple, calculés sur une proposition commerciale qui seront ensuite visibles dans ça vous coûtera tant par mois, etc., etc. Voilà. Donc, on a beaucoup de possibilités.
si j'ose dire, c'est un pack office Word et Excel, entre guillemets, amélioré, intégré dans un seul outil. On fait aussi de la présentation type PowerPoint également. On peut faire des sorties en format PowerPoint, type PowerPoint, ce qu'on appelle chez nous du reveal. Donc, c'est vraiment toutes ces fonctionnalités, bien évidemment, sont intégrées. Comment intègre-t-on notre charte graphique? Alors, ici, donc j'ai fait une publication avec la feuille de style PDF 3. Donc, je vais revenir ici. Qui est un standard. Hein. Aujourd'hui, vous êtes sur un module de démo, donc ce sont des feuilles de style classiques qu'on utilise pour les démos, qui n'augurent en rien du résultat final, puisque nous allons, avec vous, paramétrer votre charte graphique ou vos chartes graphiques, hein, si vous avez plusieurs PDF types, si vous avez également des feuilles en WebHelp, en web, des feuilles de style, hein, tout ça est paramétré dans le studio qui est en train de vous montrer Florine. Donc ici, je vous montre ce qu'il est possible de faire de manière autonome et assez simple. Donc là, je vais décocher ça. Voilà, donc ici, pardon, voilà. Ici, vous avez ce qu'on appelle le studio qui permet de configurer la publication d'éléments dans un format PDF ou WebHelp. Donc ici, c'est le format PDF. Donc, je vais sauvegarder ça. Voilà. Donc ici, vous avez des choses qui sont assez génériques. Vous pouvez adapter, configurer les titres des chapitres, des sections. Aussi, adapter la table des matières, c'est-à-dire dire je veux une table des matières pour une collection, pour les livres. Par contre, j'en veux pas pour les articles. Donc voilà, vous avez aussi la page de garde, donc c'est ça que j'éditais tout à l'heure. Et aussi, vous avez, que je ne sais jamais, vous pouvez adapter les cellules de tableau, les puces pour les listes. Donc ça, c'est fait une fois pour toutes, en fait. Vous le faites pour votre entreprise, potentiellement pour 1, 2 ou 3 documents type, et vous ne revenez pas dessus. Après, les gens qui produisent la documentation consomment ces feuilles de style. Et voilà, les en-têtes et les pieds de page. Donc ici, j'avais mis en haut le titre et l'auteur. Si par exemple, je veux changer l'auteur ici, je sauvegarde. Voilà. Et donc, si je reviens dans mes fichiers, pardon, je reviens sur le document. Donc, j'étais sur le document webinaire. Le document webinaire a une publication. La publication n'était pas en automatique. Et donc, j'ai modifié ou le document ou la feuille de style. Et donc, elle n'est plus à jour. Donc, si je la passe en automatique, elle est régénérée. Voilà. Et donc, si je rouvre le document, voilà, on voit que la façon d'écrire l'auteur en première page a changé et que le nom de l'auteur n'est plus à droite, mais il est au milieu, quoi. Donc ça, c'est configurable dans une certaine mesure. Après, pour des choses plus compliquées, il faut qu'on discute et qu'on le paramètre, mais vous avez au moins toute latitude pour faire cette partie-là de manière autonome. Pour répondre à la question de manière précise, effectivement, notre outil n'a pas vocation à être aussi souple qu'un InDesign au niveau du graphisme. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas que vous preniez du temps à paramétrer ces éléments graphiques.
on s'en charge une bonne fois pour toutes. Enfin, alors, on élabore des feuilles de style type. Je ne sais pas si tu as quelques feuilles de style de clients sous la main, mais c'est des feuilles de style qui sont très complexes, avec effectivement beaucoup plus d'éléments graphiques que vous pouvez Ouais. avoir ici à l'écran. Après, ce sont nos clients modifient à la marge certains éléments, comme vient de vous le montrer Florimond. Mais sinon, effectivement, mettre du fond de page, des liserés, etc., c'est nous qui nous en occupons. Voilà. Pour la partie PDF, c'est encore plus vrai pour la partie web, où là, c'est des véritables compétences de développeurs. Voilà. Voilà, sachant, donc on va d'abord le sujet. On peut montrer directement la publication WebHelp, donc Oui, tout à de fait. la même veine. Donc, de la même façon, ici, je suis sur le document, je suis allé dans le menu de publication, je crée une nouvelle publication. Donc ici, on a à gauche les 3 modèles PDF de base, et ici les 3 À modèles. ce niveau, je précise que vous aurez donc vos éléments graphiques, très concrètement. Vous n'aurez pas ces modèles-là. Vous aurez tous vos PDF type et tous vos WebHelp type, par exemple. Voilà, donc ici, la publication a été créée. Vous accédez à une version en ligne, évidemment, de votre document. Donc, vous récupérez une page web avec une charte graphique qui est brute de fonderie. Vous retrouvez votre sommaire avec vos éléments à l'intérieur. Donc là, on retrouve bien mon tableau avec les calculs, les figures numérotées, etc. Et donc, un navigateur sur la gauche. Pour, Donc, pour tout plus, ça. pour plus de précision, effectivement, ensuite, donc on délimite les feuilles de style web. À partir du moment où vous dites OK, on publie, il y a un scénario qui est paramétré lors de l'installation pour que cette URL soit greffée sur un site web, sur une machine, par exemple, si vous souhaitez, s'il y a une tablette sur une machine dans laquelle vous voulez avoir des éléments de votre rédaction structurée accessibles. Pour preuve, par exemple, le site Kalenko a été entièrement rédigé et publié sur Kalenko. Voilà, donc notre site web est du pur Kalenko dans sa conception. Donc on peut aller très loin sur la publication web comme PDF, bien évidemment. Sachant que on peut aussi ne faire qu'une publication web de vos documents et les transférer via un échange FTP. Et donc, c'est vos responsables web qui peuvent faire l'intégration et l'adaptation de la feuille de style pour que ce soit beaucoup plus homogène. Donc, nous, on travaillerait la génération du contenu pour que graphiquement, ce soit directement intégrable à votre site web et à la charte graphique de votre entreprise. Ça évite de faire 2 développements, en fait. Donc, c'est beaucoup plus souple comme ça. Oui, c'est un élément important en termes de retour sur investissement. Aujourd'hui, les entreprises qui travaillent avec nous à la fois sur leur corpus documentaire, que je qualifierais de physique, c'est-à-dire le PDF, et digital comme le web, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de faire travailler 2 entreprises pour ce type de diffusion de votre savoir, de vos contenus. Ce sont des économies d'échelle importantes puisque la plateforme permet effectivement de reprendre vos contenus et de les publier en 2 formats, tout simplement. Voilà. Donc, je reprends le fil de la présentation. Fais-toi plaisir. Ce qui se passe, c'est que si vous êtes, enfin, on va considérer que vous êtes une entreprise, vous avez donc plus ou moins un savoir-faire déterminé, enfin, avec un périmètre d'action, de service ou de produit.
Et donc, dans votre entreprise, vous avez aussi des gens qui ont des compétences qui sont dédiées à la sécurité, à l'électricité, aux assurances, aux mentions légales, etc. Et ces compétences-là, elles sont réutilisées dans différentes formes, c'est-à-dire que le chapitre sécurité, il sera sur tous vos produits. Potentiellement, la documentation qui est relative à la Food and Drug Administration, elle sera uniquement utilisée pour les produits destinés au marché américain. Et donc, ce qui est pratique, c'est d'avoir des petites briques d'infos qu'on récupère et qu'on réutilise dans différents contextes. Donc là, je vais vous montrer. Tout à l'heure, j'avais dans Kalenko, là, j'avais préparé 2 fiches produits. Donc, vous allez voir, le mot fiche est un peu usurpé, qu'on va décider de mettre dans le chapitre 4. Donc ici, je choisis d'insérer un élément utilisable. Je vais choisir mes produits. Je vais en français et donc j'ai mes 2 produits. Donc, je vais choisir le produit Europe. Voilà. Donc ici, j'ai qu'un élément, donc je vais choisir ma section et je mets ma section ici. Et donc voilà. Donc cet élément-là, il est affiché sur fond vert et gris. Il n'est pas modifiable ici. C'est-à-dire que là, je tape sur mon clavier, j'essaie de le faire fort, mais ça ne change rien. Donc, en fait, il est uniquement consommé dans ce contexte-là. Alors, l'idée, c'est que quelqu'un s'est occupé du responsable du produit Europe, a fait sa fiche technique, sa fiche produit, comme il l'entendait, et moi, je ne suis que utilisateur de ce contenu-là pour le diffuser. Alors, si néanmoins, je veux aller intervenir dans ce contenu-là, je peux toujours. Donc, j'ai un menu contextuel qui permet d'ouvrir ce fichier. Et donc, j'arrive dans l'interface comme si j'avais édité ce fichier directement. Donc, je vais le faire comme ça. Donc, j'étais dans le produit Europe. Voilà. Donc, c'est exactement pareil. C'est juste un raccourci pour passer d'un contexte global à un contenu spécifique. Alors, cette façon de faire, elle a plusieurs avantages. C'est que en début de projet ou de conception de produit, vous pouvez très bien dire, alors mon document, il aura cette structure-là, et à ce niveau-là, le responsable du produit Europe, il va me fournir une description du produit. Par contre, à l'instant T, il n'y a rien. Donc l'idée, c'est de lui dire, écoute, je te crée une coquille vide. Quand tu es prêt, tu mets les infos. Et moi, par contre, je sais que je l'intégrerai. Et donc, j'ai pu à me poser la question. Et donc ici, le responsable du produit, il fait ceci est ma fiche produit pour l'Europe. Voilà. Et donc, une fois que lui a fait ça, donc quand je reviens là, le document, il a été mis à jour et il est versionné. Donc, c'est-à-dire qu'en cas d'erreur, on peut revenir sur les versions précédentes. Et on a un historique qui est dédié à ça. Ça évite qu'il soit noyé dans le document principal. Surtout s'il évolue de manière pour d'autres usages. En fait. Donc, le responsable produit Europe a mis à jour sa fiche technique et l'éditeur du document qui le consomme a juste à rafraîchir et il bénéficie directement du contenu mis à jour. Donc, ça permet de paralléliser les tâches. On peut faire la même chose pour le produit Asie, par exemple. Voilà. Donc ici, pareil, Kalenko propose d'insérer les caractéristiques, la section à ce niveau-là de la structure parce que c'est permis. Celui-là, je vais le fermer. Voilà. Et donc ici, je vais ouvrir et dire OK. Et puis, je vais rajouter une liste, par exemple.
US. Voilà. Bref. Donc, pareil, je ferme et je récupère mes contenus. Alors là, j'ai décidé, dans mes documents, je n'ai pas défini d'éléments qui étaient plus réutilisables, qui étaient plus fins que le document en entier. Par exemple, si je crée une bibliothèque, donc je vais prendre un livre, ce sera plus simple. Voilà. Ici, je vais mettre des mentions légales. Payable comptant. Et puis, garantie 24 mois, par exemple. Voilà. Je vais éclaircir le reste, peu importe. Je vais appeler ça CGU et SAV, donc on va faire un concours d'acronymes. Voilà. Et on dit, ces deux éléments-là, en fait, ils me servent de temps en temps. C'est juste que moi, je veux. C'est des mentions légales, donc moi, je suis technicien, je veux pas, j'ai pas à le modifier. Par contre, je dois pouvoir utiliser l'info qui va bien, telle que. Et donc ici, on peut faire copier comme fragment. Et ici, on va faire pareil. Donc visuellement, ça ne change rien, sauf qu'en fait, on a créé un identifiant qui n'a pas vocation à être lisible par un humain, c'est un repère interne. Mais par contre, cet identifiant il nous permet de faire de la réutilisation de ces deux paragraphes tout seul. Donc, donc je vais mettre non, je vais sauvegarder avant, voilà. Fermer. Voilà. Et donc, quand je reviens dans mon document, je fais utiliser un élément réutilisable. Là, je choisis ma bibliothèque. Voilà. Le même que hier. Plouf, plouf, on l'a refait. J'ai fait ça. OK. Voilà, excusez-moi. Et donc là, on retrouve le document en entier que je peux réutiliser. Donc là, je ne peux pas réutiliser un livre dans un livre, mais de toute façon, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Par contre, ici, je voudrais récupérer l'info, la mention légale par rapport à la durée de la garantie. Et donc, je clique simplement et je rajoute la mention là où j'en ai besoin. Donc là encore, ça permet de faire un partage des responsabilités et d'assembler la doc comme un Lego avec les expertises des uns et des autres sur différentes parties du document. Voilà, donc ça c'est pour la partie inclusion. L'intérêt du Lego aussi, c'est que c'est plus simple de mettre toutes les briques en fait. C'est-à-dire que quand vous définissez ici votre chapitre 4 avec description du produit par exemple, vous, ce qui vous intéresse, c'est de savoir qu'il y a un descriptif pour l'Asie, il y a un descriptif pour l'Europe. Après tout, vous ferez le choix quand vous en aurez besoin. Donc là, il y a la notion de profilage et de filtrage qui est proposée dans Kalenko. Donc, je vais revenir au niveau de l'espace de travail. Je vais faire ça. Webinaire. Et donc, je vais définir des options de profilage. Donc ici, on peut paramétrer les attributs. Donc ici, je vais par exemple choisir une audience et je vais choisir comme une région. Et ici, je vais mettre Asie, Europe, USA. Voilà. Donc en fait, ici, on reste toujours dans le standard DocBook, c'est-à-dire qu'on surcouche pour que ce soit adapté
à vos besoins métiers le nom des attributs XML, parce qu'une fois encore, on veut pas, enfin, on pense que ça n'a pas d'intérêt que vous connaissiez le mécanisme en dessous, même s'il est public. Et on a défini un certain nombre de valeurs associées à cet attribut-là. Donc, ici, je vais fermer le document puisque il faut recharger le document pour que ce soit disponible. Donc ici, je reviens dans mon document. Et sur cette partie-là, je dis, bon, bah ça, c'est spécifique à l'Asie. Donc, je vais l'ouvrir. Je choisis l'élément racine. Et ici, je dis, pour le filtrage, ça, c'est spécifique à une région et je choisis Asie. Voilà, j'enregistre. On va faire pareil pour l'Europe. Je choisis l'élément, menu contextuel, filtrage, Europe. OK. Voilà. Donc, dans les faits, rien n'a changé visuellement sur le document. C'est juste que vous avez préparé le travail pour la publication et la diffusion de votre information. C'est-à-dire que quand vous revenez ici dans la publication et que vous éditez la publication, vous avez à disposition un certain nombre de filtres et donc vous choisissez dans les valeurs qui vous sont proposées ce qui vous intéresse par rapport à votre besoin propre. C'est-à-dire que vous pourriez très bien faire une publication pour l'Asie et une autre publication pour l'Europe d'un même contenu. Donc ici, je vais choisir l'Asie. Donc le chapitre, donc c'est dans le chapitre 4, description du produit. Voilà. Donc le document a été régénéré. Donc descriptif du produit, c'est là. On a bien l'Asie, par contre, il n'y a pas la description de l'Europe. Donc ça, le principe du profilage, c'est la préparation. Le filtrage, c'est la partie diffusion. L'avantage, c'est que vous avez une source unique qui regroupe un certain nombre de cas qui peuvent être, enfin, qui sont liés purement à votre métier, à votre marché, sans multiplier les produits, puisque là encore, si vous avez 10 produits sur 4 continents, potentiellement, ça vous fait 40 fichiers à gérer, alors que là, vous ne pourriez en gérer qu'un seul. Et vous géreriez, si nécessaire, 40 publications, ce qui, en termes de maintenance, est beaucoup plus léger. Donc, voilà. Et donc, le principe du filtrage est associé à la publication filtrée, fonctionne sur tous les formats, que ce soit du PDF ou du web. Il n'y a pas de différence. Pour un projet, si on doit rediffuser une mise à jour de ce projet, comment savoir si tous les fils que l'on a mis, pour générer la publication? En fait, c'est là où vous faites peut-être de la... Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. La personne SCM peut peut-être la préciser à l'oral, si c'est possible. Oui, bonjour. 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 Ouais, excusez-moi, le message est parti trop vite. Effectivement, ma phrase n'était pas finie. Ce que je voulais dire, c'est que quand on crée un webinaire Kalenko, par exemple, on va générer toute une sorte de filtre qui va générer une publication. Si sur ce projet, on a une mise à jour à faire, oui, il va falloir faire cette publication, sauf qu'on aura perdu cette configuration de filtre qu'on aura fait la première fois. Ça, c'est chez moi. Non, en fait, alors, je sais pas si mais les options de configuration, elles sont stockées ici. Et donc, ce que vous allez faire, oui, par contre, j'aurais dû le préciser, c'est que ici, j'aurais dû faire ça, ici pour l'Asie.
Et donc, de la même façon, je crée on avait pris PDF 3. Ça ne marchera pas. Mais par exemple, je vais prendre la 2. Et ici, je vais dire que c'est webinaire pour l'Europe. Et donc, je fais ça. Et par contre, ici, je vais aller sélectionner Europe. Donc, en fait, vous avez 2 publications et chacune est associée avec des critères de filtrage. D'accord, ok. Et donc, en fait, à chaque fois que, enfin, si vous voulez les mettre en automatique parce que vous avez besoin d'être rapide et vous êtes sûr de la diffusion, ou vous n'avez pas envie de cliquer, vous les mettez en auto et à chaque fois que le contenu change ou la feuille de style, eh ben, vous aurez à disposition vos bons documents. Donc, c'est-à-dire que ici, en plus, alors je ne sais pas s'ils l'ont corrigé. On n'intègre pas forcément enfin, il faut intégrer aussi la notion de workflow, hein, bien évidemment, c'est-à-dire que toutes ces notions-là, de mise à jour, d'automatisme, sont aussi en amont intégrées à un workflow qu'on garde sous le coude, qu'on va vous présenter, qui permet effectivement à un moment donné de valider les publications, les mises à jour en fonction du workflow aussi. Donc, ouais, voilà, oui, mon explication n'était pas claire par rapport au fait qu'on caractérise les différentes publications pour les définir qu'une seule fois en fonction des cas d'usage, quoi. Mais on peut avoir effectivement ce que tu es en train de dire finalement, c'est qu'à partir d'un même document source dans Calenco, Oui, on peut avoir plusieurs publications avec différents niveaux de filtrage, hein, c'est-à-dire que dans oui. la partie, le petit bouquin rouge, sur votre droite, dans le bouton Action, vous pouvez avoir 10 documents PDF avec à chaque fois des spécificités différentes à partir d'un contenu source, hein. Voilà. Et Elodie, pour un document, elle a 6 publications parce Mmh. elle a 6 volumes, Mmh. 6 volumes différents de machines. Et donc, elle a ces tables de caractéristiques de machines qui sont différentes en fonction des Mmh. critères de filtrage. Mmh. Alors là, Alors, on peut nommer, puisqu'on on a l'autorisation, on travaille avec Bucher-Valin, qui est une société, un industriel agricole qui, à l'international, propose différentes machines, différents matériels liés à la vinification, à la récolte du vin, etc. et donc, Voilà. elle utilise massivement ça Mmh. pour son plus grand bonheur. Voilà. Donc, on va attaquer les 2 derniers points. Donc, la partie traduction, donc ça, j'en ai parlé en introduction. Ouais, je vais fermer ça. Voilà. Donc, la partie Alors, traduction, je fais une petite, vas-y. juste une petite Vas-y. introduction. Dans Kalenko, vous avez donc un outil qui est parfaitement lié à Kalenko, qui permet d'envoyer vos publications dans dans une langue source, vers un outil de traduction assistée. Ça a plusieurs avantages. L'avantage, c'est que vous avez aujourd'hui, dans un seul tenant, dans un seul outil informatique, le suivi, l'envoi, le suivi, le retour de vos documents traduits avec des niveaux d'avancement qui sont visibles dans l'interface. Et ça vous permet également de garder la sempiternelle mémoire de traduction qui est vôtre aujourd'hui si vous utilisez Kalenko. La mémoire de traduction, c'est quoi? C'est les enregistrements de phrases, de segments de phrases qui, lorsqu'elles ont été validées par un traducteur, donc qui a accès à une licence Kalenko, ça permet de garder ce qu'on appelle la mémoire de traduction qui va s'étoffer au fur et à mesure que vous envoyez des documents en traduction. Et bien évidemment, ça, c'est une source d'économie assez importante puisque vous allez réduire de manière assez importante les coûts liés au nombre de mots qui sont traduits par les traducteurs. Voilà. Donc ça, c'est un outil qui est complètement intégré.
voilà, on permet le suivi, on permet la gestion et bien évidemment, vous gardez le même outil pour publier en différents formats ces fameux documents traduits. Donc, c'est à toi. Donc ici, j'ai connecté Kalenko à Kalenko Translator pour faire de la traduction depuis le français vers un certain nombre de langues sources. Donc, vu que c'est activé ici en fonction du document, j'ai accès à un menu qui me propose les différentes langues sources qui sont possibles dans ma configuration. On n'est pas vraiment limité par le nombre de langues. Après, de toute façon, il faut avoir des gens qui traduisent derrière. Donc, ça ne sert à rien que ce soit open bar non plus. L'idée, donc, c'est qu'ici, on choisit simplement quelles sont les langues cibles et de demander les traductions. Donc là, ça mouline. Donc, vous voyez que toutes les icônes sont passées au vert ici. Parce que, en fait, Kalenko a détecté que ce document-là était envoyé en traduction, mais ce document-là utilise les 2 fiches produits et également la bibliothèque. Donc, à partir du document qui est envoyé en traduction, il y a une analyse qui est faite des différentes dépendances et le tout est envoyé en traduction. Et donc, on retrouve ici la liste des documents, des fichiers qui sont envoyés à Kalenko Translator avec un niveau de traduction qui ne peut pas être juste, alors je vais vous expliquer pourquoi, qui est calculé en fonction des statuts de retour. Alors pourquoi il ne peut pas être juste? C'est que si vous changez une lettre dans un fichier, on va considérer qu'il est à retraduire. Par contre, si votre mémoire de traduction permet de tout traduire, sauf ce mot qui a été modifié parce que vous avez oublié un pluriel, etc., globalement, vous n'aurez pas grand-chose à faire. Et donc, on a choisi une cote mal taillée de 50% pour le cas où on ne connaîtrait pas, on ne peut pas connaître a priori le résultat du volume de travail de traduction. C'était pas clair. Et donc ici, on a l'avancement par langue, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une demande pour le marché allemand qui est suivi ensuite pour un pays anglophone, et donc vous envoyez en traduction de manière asynchrone. Voilà, au niveau de l'espace de travail, vous avez une autre façon de suivre cet avancement-là, et donc je vais juste attacher une étiquette à ce produit-là. Et quand je choisis produit, il y a une icône ici qui est disponible et qui permet d'avoir l'ensemble des statuts. Visiblement, là, c'est mal barré. Voilà, ça, je vous montrerai une autre fois. C'est les aléas du direct. Voilà, qui permet d'avoir un certain nombre de statuts par rapport au processus de traduction. Donc, je vais vous montrer juste sur l'objet, sur le document webinaire. Donc ici, je vais rajouter V4. Donc, je modifie le document dans la langue source. Et donc, quand je reviens ici, il me dit que j'ai envoyé le document en traduction. Et par contre, la traduction est déjà obsolète puisque j'ai modifié la source. Donc, si je veux avoir une traduction qui est cohérente, il faudrait que je renvoie ce document en traduction. À l'inverse, si j'ai envoyé en traduction en allemand et en anglais les fiches produits Europe et Asie et que depuis elles n'ont pas évolué, elles ne seront pas renvoyées en traduction. Parce que ça n'apporte rien, de toute façon, rien ne sera fait a priori. Donc on fait cette économie-là qui évite d'avoir à gérer les statuts. Et donc dans la partie anglaise ou allemande, au fur et à mesure
où les fichiers traduits seront renvoyés automatiquement de Kalenko Translator, vous aurez un petit drapeau qui sera associé au fichier pour dire ce fichier a été traduit et il est toujours conforme au fichier source de l'époque, ou alors il a été traduit, mais par contre sa version dans la langue source a évolué depuis, donc il est potentiellement obsolète. Donc voilà, donc ça c'est la partie traduction. Quand vous avez à gérer, Elodie, c'est 17 langues, je crois, sur plusieurs centaines de fichiers, là, en fait, en termes de suivi, de gestion, c'est plus rien à faire, donc c'est quand même un très très grand confort. Donc, je vais revenir pour la partie French. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie traduction. Donc, il y a différentes façons de voir l'avancement. Juste dans la présentation, la dernière partie concernait le workflow. Voilà. Alors, je vais vous présenter rapidement une fonctionnalité qui permet aussi de tracer et de faciliter la collaboration dans Kalenko, qui est la gestion des commentaires. Donc, l'idée, c'est de pouvoir ajouter de l'information qui n'a pas vocation à être publiée, mais par contre qui permet de garder une trace des échanges et surtout éviter de s'envoyer des PDF annotés, voire du papier stabiloté, ça arrive, et en restant dans l'outil. Donc, je vais juste vous montrer la partie commentaire et après, je vous expliquerai comment c'est lié au workflow. Donc ici, je vais sélectionner un élément et je rajoute un commentaire. Donc, traduction réalisée à 15h21. Voilà. Donc ici, ça, j'ai rajouté un commentaire et ici, ça, je vais rajouter un nouveau commentaire. Inclusion sur 3 ou 4 fichiers, peu importe, on s'en fiche. Voilà. L'idée, c'est que quelqu'un qui retrouve votre document après coup, il se dit, mais il me semble qu'on avait discuté d'un sujet et je ne sais pas si on l'a fait. Et donc, quand il arrive dans le document, il a ici cette liste des commentaires qui ont été faits. Et quand il clique sur la petite balise de géolocalisation, là, il arrive en face de... Enfin, l'élément qui a été associé à un commentaire est montré dans la fenêtre. Voilà. Et il a le commentaire qui est associé. Si c'était un autre utilisateur que moi, l'auteur du commentaire qui était en édition, en fait, j'aurais la possibilité de valider ou de rejeter le commentaire ou de l'agrémenter avec d'autres commentaires pour qu'il y ait une véritable discussion et qu'on puisse avoir un statut rapide de ce qui a été fait ou de ce qui n'a pas été fait. Après, notre métier, c'est pas de juger que oui, ça tout aurait dû être fait ou pas. L'idée, c'est de vous fournir des outils simples et efficaces pour que vous ayez une documentation, des contrats qui soient conformes à ce que vous attendez. Donc voilà. Donc je vais refermer ce document et donc on va considérer que il a été élaboré comme c'était prévu. Et donc, on fait juste une passe de vérification auprès de divers interlocuteurs pour un peu tamponner le résultat. Donc ici, au niveau de l'espace de travail, j'ai défini un workflow de base. Donc, il y a le simple et puis il y a celui que j'ai créé. Alors, on a fait quelque chose de simple. Hein. Un workflow, c'est un titre, ça permet de situer le contexte par rapport au document pour les différents interlocuteurs. C'est un certain nombre d'étapes qu'on peut ajouter ou supprimer.
et aussi des noms d'étapes pour que les personnes sachent un peu où elles se situent dans le workflow. Hop, hop, hop. Voilà. Donc ça, même si c'est écrit à partir d'un modèle, on peut toujours l'adapter au cas par cas. Le modèle, c'est juste un accélérateur par rapport à un process métier pour gagner du temps et pour ne pas redéfinir à chaque fois. Et donc ici, on a un certain nombre de niveaux d'accès qui sont permis pour l'utilisateur de l'étape. Donc, ou c'est un accès complet en écriture, ou alors seulement les commentaires. Donc, c'est ce que je viens de vous montrer. Donc là, l'utilisateur n'a pas accès aux barres d'icônes, aux insertions, suppressions, etc. Ou alors la lecture seule, uniquement. Et il y a aussi une partie configurateur qui est une autre façon de compléter un document qui ne sera pas présenté aujourd'hui. Et donc, on choisit un certain nombre de personnes qui doivent valider ou rejeter le document. Et donc, en cas de rejet, on peut choisir l'étape à laquelle revient le workflow. Ça permet de boucler le cas échéant. Et donc, une fois que la personne valide, ça va chez la première personne désignée. Donc là, si je regarde, je vais faire ça. Normalement, j'ai reçu voilà. Donc, j'ai bien reçu une notification qui me donne le contexte de la tâche à accomplir. Donc, moi, je reçois les notifications en anglais, mais ça, on peut le paramétrer pour que ce soit reçu en français, en allemand ou en espagnol. Et donc, ici, j'ai une petite pastille qui s'est incrémentée et qui me liste l'ensemble des tâches que j'ai à faire. Donc, ici, si je filtre, voilà, j'ai bien le filtre, le workflow de démo du webinaire avec mon document, le nom de la tâche en cours et les différentes publications qui sont disponibles. Alors ça, c'est pratique puisque c'est plus facile pour les différents interlocuteurs de se dire, bon, bah, on vérifie la cohérence par rapport aux différents filtres. C'est plus rassurant de le voir sur un PDF que de le voir dans un éditeur. Surtout qu'en fonction de la feuille de style, on peut faire beaucoup de transformations qui font que la partie édition est très éloignée de la partie publication. Et donc, en fonction du travail qu'on a réalisé et du document, vous êtes libre d'ajouter ou d'accepter ou de rejeter le workflow. Donc, dans le cas où vous l'accepteriez, il passerait à l'étape suivante et la personne suivante serait notifiée qu'elle a quelque chose à faire. Donc, voilà pour la partie workflow. Je pense que j'ai tout balayé ce qui était prévu. Je ne sais pas, Stéphane, si tu vois d'autres choses. Donc, comme je disais, on a la possibilité, bien évidemment, d'intervenir à plusieurs sur un même document. Oui. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? C'est le moment de vous exprimer si vous le souhaitez. J'aurais une petite question, vous m'entendez? Oui. Oui. Au sujet de, j'ai vu que dans les PDF, automatiquement, il y avait un numéro de figure qui était généré. Oui. Et pareil pour les tableaux, je suppose? Oui. Et est-ce que ça peut être retiré ou pas? Oui. D'accord. Ça peut être adapté, c'est traduit automatiquement. On a des demandes parfois un peu compliquées, c'est-à-dire qu'on récupère la numérotation de tous les titres, mais à la fin, on met juste le numéro de l'image dans le chapitre. Donc, on peut faire des trucs plus ou moins simples. Non, Mais parce qu'en fait, effectivement, c'est paramétrable.
disons qu'au départ, c'est ce qu'on faisait. On avait une liste de figures, liste de tableaux, tout ça, puis on a décidé de tout faire sauter, de faire sauter aussi justement le fait qu'on était figure 1 avec un label dessous. On met plus que les images et les tableaux sans mettre de commentaires D'accord. dans le doc. Après, effectivement, c'est tellement pénible à faire à la main qu'on jette l'éponge. Par contre, si c'est automatique, ça peut être pratique, quoi. Voilà, c'est un choix à faire. Après, c'est pas parce que vous décidez de pas le faire au début du projet Oui, après, que on va changer. C'est pas... Tout à fait. Je l'ai pas montré là, mais ici, peut-être dans la bibliothèque, on peut faire ça. Je vais juste remonter parce que ça rejoint un peu ce sujet de quand c'est à la main, c'est pénible et donc on ne le fait pas. Et par contre, quand c'est automatisé, c'est pratique. Voilà, c'est que ici on peut faire des références croisées. Et donc ici, on vous propose directement le lien vers le titre. Donc ça, c'est rapide. Et par contre, de la même façon, si vous rajoutez un tableau avec titre, donc je fais là, je fais mon tableau, et que ici, je fais cible du lien. Voilà, on peut choisir aussi la référence au tableau. Et de la même façon, la publication de la référence au tableau, elle est paramétrable. D'accord. À la limite, c'est même pas, ça me gêne pas que ce soit dans l'outil, mais je voudrais pas que ça apparaisse dans le PDF en fait. D'accord, ouais, mais ça, c'est complètement configurable. D'accord. Ok. J'ai dû le faire en 17 langues pour c'était infernal. D'autres questions? Oui, n'hésitez pas. Bonjour, moi j'avais une question. En fait, dans nos documentations techniques, tous nos manuels ont un nom en fait de fichier Ouais. avec une date qui se met à jour en fait automatiquement quand on remodifie la documentation. Je voulais savoir si c'était possible, réalisable sur Kalenko. Alors, il y a des demandes comme ça. Alors, évidemment, il n'y en a pas deux qui sont pareils. C'est toujours pareil. Mais effectivement, on réfléchit au sujet pour pouvoir paramétrer le nom du fichier de sortie. D'accord. En fonction de certains critères, parce que une des demandes, je crois qu'il y avait la date, il y avait la révision, Ouais, et c'est puis ça. il y avait aussi potentiellement des classifications. Sauf que quand il y a plusieurs classifications, il faut savoir laquelle on choisit. Donc là, on est en train de regarder comment on peut paramétrer la collecte des infos aux différents endroits, puisque si je reprends la bibliothèque ici, voilà, par exemple, information dans le document, je cherche tableau de révision, voilà. Voilà. En fait, ici, on gère des révisions et donc c'est un tableau de révision qui sera publié. Donc, la révision du document, en fait, elle se situe dans ces champs-là. Elle ne se situe pas ailleurs, a priori. Mais donc, quand on génère après un PDF, on voit ou pas ce nom, cette révision, cette date? Bah ça, on peut vous le publier dans le PDF, mais par défaut, ce n'est pas le nom du fichier. Actuellement, on n'a pas de mécanisme automatique qui permette de lier ça. On cherche à l'adresser, par contre. D'accord. Merci. Je vous en prie. Bonjour, j'aurais une question. Si on part d'un document, enfin, on veut créer un nouveau document, on part de rien, vous préconisez de commencer, donc j'ai vu qu'au départ, il y a une sorte de structure quand même, chapitre, etc. On commence à remplir et puis si on s'aperçoit qu'une partie, un bloc, une brique d'information pour être partagée avec d'autres va resservir pour un autre document, à ce moment-là, cette partie que je voudrais créer comme un module réutilisable, voilà, je fais l'action de le sortir, enfin de le créer comme un bloc que je pourrais réutiliser après. Voilà. C'est ça, voilà.
D'accord. Donc ici, il est en module à part et ici, il reste utilisé dans votre bibliothèque. Mais en fait, c'est ça qui est pas mal, c'est que ça permet de… Vous êtes vraiment très, très libre de choisir une stratégie, de vous apercevoir que finalement, c'était pas ça qu'il fallait faire ou parce que ce qui était l'exception hier est la normalité demain. Et donc, vous faites évoluer votre structure pour en faire le moins possible. Enfin, je veux dire, le moins de tâches administratives possible, quoi. Ok, oui. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le moment ou jamais. Oui, du coup, je rebondis. J'ai à nouveau donc une question. On a un nombre infini en fait de manuels d'utilisation ou de fiches techniques. Du coup, si je veux dire, on les bascule toutes sur Kalenko. Après, comment on fait pour retrouver une doc bien précise? Est-ce que c'est par rapport dans l'intitulé parce que nous, par exemple, on a actuellement, on a des dossiers qui ont des codes, des numéros, Ouais. et on sait que tel numéro, c'est pour tel produit. Et donc, dans ces dossiers, on retrouve le fichier InDesign avec le PDF qui est généré. Et donc, nos commerciaux, ils peuvent aller piocher en fait directement dans le dossier le PDF dont ils ont besoin. Ouais. Là, pour Kalenko, comment, en termes en opérationnel, comment ça se traduit en fait? Est-ce que on a donc, on a accès bien sûr aux fichiers concrets, mais comment après on peut rechercher un fichier en particulier parmi tous les fichiers qu'on aurait pu créer, sachant que nous, je vous dis, on fait des fichiers sur mesure en fait, on fait des documentations techniques sur mesure par rapport à chaque produit. Alors, moi, j'ai un élément de réponse. Après, Flo, je te laisserai ajouter. Notre outil est un outil qui permet de créer de la documentation. Donc, vous disiez que vos commerciaux allaient chercher des fiches PDF. On peut imaginer très clairement notre outil crée les documents et ensuite on va les déposer selon des scénarios qu'on aura évalués ensemble vers pourquoi pas votre GED. On n'est clairement pas une GED, hein. On est un outil de conception documentaire et ensuite on va déposer, une fois que la fiche est validée, la fiche technique est validée, on peut la déposer sur n'importe quel GED et vos commerciaux iront piocher effectivement les fiches qui les concernent. D'accord. Ça peut être une… Moi, de mon côté très pragmatique, on peut le voir comme ça. Oui, ce n'est pas les commerciaux qui vont sur Kalenko choper le PDF qu'ils ont besoin. Non. On se greffe à une GED et eux, ils ont uniquement accès aux fichiers, aux PDF finaux qui ont une valeur probatoire. Hein. Bien évidemment, le but en amont, c'est de régulièrement remettre à jour la documentation qui ira, selon le scénario prédéfini, être déposée dans un serveur FTP, par exemple, ou dans une GED. Et les commerciaux retrouveront leurs fiches techniques. Après, si on est dans de la conception documentaire, parce qu'on a des entreprises commerciales qui utilisent notre outil comme un outil de rédaction de propositions commerciales, là, effectivement, ça demande certes une indexation, donc une indexation des documents qui sont dans la zone centrale que vous avez, dont vous avez compris que ce sont à la fois vos contenus et vos documents, avec effectivement une bonne indexation du document. Et puis également, sur la partie gauche, je vous rappelle que vous avez ce fameux système de tag qui permet de créer tout un tas de filtres. Finalement, ce sont des filtres dans lesquels les commerciaux vont pouvoir récupérer des éléments et le publier en format PDF. Ça peut être une option, ça demande une étude un peu plus complexe si vous souhaitez mettre les commerciaux dans la boucle. On a une troisième solution
qui consiste à créer ce qu'on appelle, on ne l'a pas évoqué du tout parce que c'est un outil qu'on a développé et qu'on met en œuvre dans les entreprises qui ont déjà Kalenko en tant qu'outil de rédaction structurée. On a ce qu'on appelle des formulaires, chez nous ce qu'on appelle des configurateurs, qui permet à un utilisateur d'avoir accès à un formulaire web dans lequel il va pouvoir à la fois récupérer de l'information à partir d'un ERP, par exemple. Il choisit le client Dupont. À partir de ce moment-là, toutes les informations sur l'entreprise Dupont seront mentionnées sur le formulaire. Et puis, il va commencer à rédiger avec des filtres, des menus déroulants, du rédactionnel, des coches pour aller chercher tel ou tel composant. Et à partir de là, il pourra effectivement appuyer sur le bouton « Générer » et recevoir un format PDF d'une proposition commerciale. C'est ce que font par exemple des sociétés avec nous qui travaillent, qui sont des sociétés d'assurance, dans lesquelles, à partir d'un formulaire web, les opérateurs, donc ils n'ont pas accès à la plateforme Kalenko en tant que telle, celle que vous voyez, c'est une interface entre les deux qui permet à des utilisateurs non rédacteurs de pouvoir choisir des composants de manière un petit peu plus ludique, un petit peu plus orientée. Voilà. Ça peut être une troisième option, mais il faut qu'on travaille ensemble. Ce qu'il faut savoir, hein, c'est que tous nos projets sont différents, mais la base reste la même, c'est indexer les contenus. Aujourd'hui, c'est la problématique qu'on rencontre dans beaucoup d'entreprises, c'est on indexe les docs, mais on n'indexe pas les contenus. Une image, un texte, un chapitre, etc. C'est bien là la base de notre solution. En mettant cette base-là, ensuite, on va pouvoir vraiment capitaliser de manière exponentielle sur la publication de tous ces contenus, de ces bouts de contenu, vers tout type de système d'information possible, hein, et tout type d'utilisation en interne, en externe, etc. Voilà. Donc, il faut chaque dossier, en fait, chez nous, on est en mode projet. Hein, il faut qu'on creuse avec nos chefs de projet quel est l'usage, quel est le bénéfice que vous souhaitez retirer de la solution. Mais on a plusieurs solutions plusieurs moyens de répondre aux problématiques. Ok, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'on a d'autres questions? Une fois, deux fois. J'en aurais une. Ouais, super, on y va. Ce serait au sujet des supports vidéo. On sait que la tendance de la documentation, on va dire 4.0, on voit de plus en plus de solutions sortir comme ça, où on a des sortes de tutoriels vidéo donc propres à peu près à chaque machine, où du coup l'utilisateur peut flasher un code et puis il obtient son instruction sur smartphone, tablette, etc. Et je voulais savoir si Kalenko savait gérer alors, pas forcément toute la structure que j'évoque, mais cette partie vidéo qui permet de faire des tutoriels vidéo. Alors, aujourd'hui, Kalenko n'a pas vocation à être un hébergeur de vidéos. Donc, on va utiliser les supports classiques, comme YouTube, par exemple, pour que vous alliez déposer votre vidéo sur YouTube. Par contre, en revanche, ce qu'on sait faire, c'est ce que vient de faire finalement, ce que vous avez à l'écran ici avec Florimond, c'est qu'on va pouvoir faire un lien vers une vidéo stockée quelque part, et bien évidemment, plus vraisemblablement, ensuite générer et publier avec une page web, une feuille de style web qui permettra effectivement d'avoir accès à votre vidéo qui aura été travaillée sur d'autres outils par ailleurs et stockée donc sur YouTube par exemple, ou Vimeo ou d'autres supports.
Donc oui, D'accord. on peut intégrer des images et des vidéos, dans des liens vidéo vers sur une publication Kalenko, tout à fait. D'accord. Mais il n'y aura pas de gestion type step by step, les actions que l'opérateur doit faire pour. Alors, on peut. On a des éléments qui permettent de décrire des procédures. Contenu, procédure, voilà. Donc là où vous avez, on peut décrire des étapes et des sous-étapes. On a fait une feuille de style qui permet de générer du format WebVTT, qui est du sous-titrage pour des vidéos. Donc vous pouvez greffer ça aussi pour accompagner les vidéos. Et on a aussi, enfin ça c'est DocBook qui le propose, des éléments qui permettent de supporter les questions-réponses pour faire notamment du diagnostic. Voilà, donc ça peut être aussi des éléments qui sont associés d'une manière ou d'une autre à de la vidéo. Par contre, effectivement, là, le découpage de la vidéo et des vidéos, non, ça, Moi, le WebVTT, en fait, je mettais pour les sous-titrages, je mettais les infos sur les étapes et puis les infos temporelles avec le sous-titre. Et donc, ça permet de supporter la traduction, ce qui est quand même pas mal, et puis de générer le fichier de sous-titrage, quoi. Ok, merci. Oui, parce que la même vidéo peut être traduite, en tout cas, sur ses sous-titres. Ouais, ok. Of course. Yeah. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, tout à fait. Oui, d'accord. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus en attendant? S'il n'y a pas d'autres questions, vous avez encore quelques minutes pour en poser. Je vous invite à nous suivre et à suivre notre actualité sur les réseaux sociaux. On se modernise par les temps qui courent. Le digital, bien évidemment, devient important en termes de communication. Donc, on met régulièrement de l'information sur notre chaîne YouTube également. Et puis voilà, on a quelques références également pour ceux qui ne nous connaissent pas, avec plus de 15 ans d'expérience aujourd'hui. On adresse beaucoup de secteurs, donc sur notre site web, on a quelques références de nos savoir-faire. Le monde industriel, le monde de l'énergie, bien évidemment, le monde des assurances, et puis les différents services, parce qu'on s'aperçoit que notre solution prend du sens aujourd'hui avec des contenus qui sont interservices. Ça part d'un bureau d'études, les contenus partent d'un bureau d'études, d'un service de rédaction, et puis ces mêmes contenus peuvent être réutilisés dans un service de maintenance, pour un service de formation. À titre d'exemple, aujourd'hui, une filiale d'EDF utilise notre outil pour la maintenance des lignes haute tension du réseau EDF, à partir bien évidemment d'une structure de contenu sur les procédures à adopter, qui ont été rédigées sur Kalenko. Donc des opérateurs partent avec des tablettes et checkent tous les différents points de contrôle qui sont issus de Kalenko avant de partir effectivement dans le workflow Kalenko pour validation et puis envoyer au client final, qui est en l'occurrence là EDF. Nous avons 2 questions, je crois. Ouais. Je vais montrer. Donc, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle des images cliquables. Donc, c'est ce qui existe en HTML depuis quand j'étais jeune. Donc, par exemple, on va choisir cette image-là et on définit des zones cliquables. Donc, ici, on a une zone cliquable. On en rajoute une deuxième, pardon. Voilà. Qu'on retaille, et ensuite on fait des liens par rapport à des légendes là-dessus. Alors ça se publie très bien en web puisqu'il y a l'interactivité. Par contre, on peut aussi transformer ça pour un format PDF avec des bulles, par exemple,
avec des numéros, ou alors un simple encadré de couleurs pour signaler les zones qui sont référencées ou décrites dans le reste du document. Voilà, voilà. On est arrivé presque au bout. 15h50, c'est bien, on est dans le timing. S'il n'y a pas d'autres questions, mais écoutez, je vous souhaite une bonne fin. Déjà, je vous remercie infiniment de votre temps. Bon goûter. À bientôt. Merci, oui, c'est l'heure du goûter. Bon goûter à tous.